Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Bonjour à tous. Bienvenue dans Je ne suis pas raciste mais, le podcast qui décortique le racisme qu'on dit ordinaire, mais qui n'a rien d'ordinaire. Merci d'être là. Merci au Pod Paris et à la Bellevilloise pour cet enregistrement live. Et merci de nous accueillir. On peut applaudir quand même. Merci. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance de recevoir Nadège Bossondienne, qui est autrice, comédienne, actrice, chanteuse et chroniqueuse TV. Tu fais plein de choses finalement. je fais le ménage, non pas du tout, je rigole. Oui, je fais beaucoup de choses. Et tu es aussi à l'affiche de Mon corps est une révolution, au Théâtre Chariot dans le 11e arrondissement de Paris jusqu'au 29 octobre. Et évidemment, on va parler de ça ensemble. C'est que les lundis et les mardis. Vous pouvez venir voir d'autres spectacles, mais moi, c'est les lundis et les mardis à 21h. Déjà, merci d'être là. Moi, j'aime bien commencer cette interview juste en posant une question qui paraît hyper simple, mais qui est hyper importante. Comment tu vas, Nadège ? Ah, j'adore. Mais c'est génial de poser cette question. Merci. Déjà, je te tutoie, on est d'accord. On se tutoie totalement. Alors, je vais vraiment très, très bien. Je suis fatiguée parce que j'ai, comme tout le monde, cette espèce de rhinite qui traîne là. Mais psychiquement, je vais bien. Émotionnellement, je vais bien. Artistiquement, je vais bien. Je vais très bien. Très contente de l'entendre. Ça fait plaisir d'entendre que quelqu'un va bien dans ce monde, finalement. Alors, dans Je ne suis pas raciste, mais on a l'habitude d'ouvrir les épisodes avec une anecdote de racisme dit ordinaire. J'aime pas trop le mot anecdote, c'est plus genre une expérience de racisme. Et je t'ai proposé, avant qu'on commence d'enregistrer, d'inverser les rôles. Donc aujourd'hui, c'est toi qui vas nous partager une expérience. Raconte-nous tout. Alors, je me suis dit, quand tu m'as posé la question, je me suis dit que j'allais revenir aux fondamentaux de ma carrière d'actrice. Donc, j'ai 17 ans. Je passe le concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Créteil. À la fin de ce concours, on me dit que je vais avoir un second prix. Je suis extrêmement heureuse. La femme qui a un premier prix est une actrice blanche. OK. Et à la fin, le directeur, il vient me voir et il me dit en catimini, écoute, en fait, on voulait te donner le premier prix, mais comme tu es noir, tu ne feras pas carrière. Donc, on t'a donné un second prix. Et donc, j'ai 17 ans. Je sors du conservatoire et j'ai cette première expérience. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, j'ai complètement occulté, parce que la violence des propos était telle que je l'ai occulté et que j'en ai pas parlé à ma mère quand je suis rentrée, etc. J'en ai parlé que des années après. Oui, t'étais en état de choc, en fait. J'étais en état de choc. Donc, voilà. Et comment tu l'as vécu ? Comment c'est revenu ? Parce que du coup je fais un travail sur moi pour plein de raisons et lors d'une séance ça m'est revenu en fait. Mais c'est fou de dire qu'une actrice noire ne peut pas faire carrière. Ouais, et en plus la petite anecdote, c'est que de toute ma promotion je suis la seule qui soit devenue comédienne professionnelle. Voilà. Non mais en vrai je rigole, mais en fait j'ai eu la chance moi d'avoir la capacité émotionnelle et psychique d'avoir pu transformer. Mais ça aurait pu complètement arrêter mes envies et ma passion, et j'aurais pu ne pas faire ce métier en fait. Bah oui, parce qu'en fait, si on est face à une personne qui est un peu plus fragile mentalement, ça peut casser pas qu'une carrière, en fait, une vie. Voilà, c'est pour ça que quand tu m'as posé la question, je me suis dit c'est bien de le déposer, ça. Et est-ce que toi, cette expression racisme ordinaire, elle te convient ? Alors pas du tout. Pour moi, il y a du racisme, mais c'est pas ordinaire, ni quotidien, ni je sais pas quoi. C'est du racisme, point, en fait. Et il y a pas d'échelle de valeur, en fait, de racisme. Déjà parce que dans la perception que l'autre a de ce qu'on va lui dire, en fait, personne ne peut se permettre de dire oh ça va, on t'a juste parlé de tes cheveux ou je sais pas quoi, c'est rien. Non, en fait, c'est très très grave, en fait. C'est extrêmement grave. Et est-ce que cette réflexion totalement raciste, par ailleurs, faut le dire et le souligner, est-ce que ça a aussi influencé la carrière que tu as eue, c'est-à-dire une fois que tu arrives, enfin, tu as toujours voulu depuis le début parler de racisme, parler de la place des femmes noires et des actrices noires dans le cinéma en France. Est-ce que tout vient de cette expérience-là ? Non, en fait, j'ai la chance d'avoir une mère
et une grand-mère qui est malheureusement décédée, qui étaient des femmes engagées, féministes et communistes. Moi, ma grand-mère, pour la petite anecdote, je raconte, ma mère est métisse, ma grand-mère est bretonne, et du coup, en fait, ma grand-mère donc vendait l'Humanité Dimanche. Donc en fait, j'ai des souvenirs de, de ça. Voilà, nous, nos dimanches, on était avec Louise qui vendait l'Humanité Dimanche. Donc j'ai déjà grandi avec une conscience politique et une conscience de lutte. Et puis ma mère aussi, après, a repris le flambeau. Donc pour moi, il y a toujours eu des discussions et ça a toujours été très clair. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée de la grande violence que j'ai vécue dans cette industrie. C'est que j'avais des clés pour déjà comprendre que j'étais victime de racisme et puis après d'en faire quelque chose en fait. Et puis après j'ai rencontré des camarades dont ma sœur et amie Aïssa Maïga. On se connaît depuis, on a commencé pratiquement ensemble, donc vous n'étiez pas nés, très cher. Et peut-être. Non, vraiment, non mais vraiment. Et en fait avec Aïssa on a toujours parlé de nos expériences, etc. Et c'est vrai que quand elle m'a appelé pour me dire est-ce que tu as envie qu'on en fasse un livre et que chacune raconte les expériences qu'on a vécues de racisme et de sexisme dans l'industrie, j'ai dit oui. Et donc, nous avons coécrit avec 15 autres actrices noires et métisses. Noir n'est pas mon métier. Et voilà. On en reparlera un peu plus tard de Noir n'est pas mon métier, mais j'aimerais commencer par ce spectacle qui est très personnel, mon corps, pardon. Pas mal. Mon cœur, c'est pas mal aussi. Ça peut être ça aussi. Ça peut être la suite finalement. Mon corps est une révolution. Enfin, c'est quand même une phrase assez forte. On dirait même que c'est un big statement en anglais. Ça veut dire quoi, mon corps est une révolution? Ça veut dire que quand on est une femme noire, victime de racisme, de sexisme et de violences sexuelles depuis la plus jeune enfance et depuis même 3 générations, eh bien, je suis là devant vous. Et pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, et je devrais être morte avec tout ce que j'ai vécu. Et je suis là et j'ai réussi à transformer. Et encore une fois, j'ai eu la chance de trouver une psy qui était en capacité d'écouter la violence, le racisme, parce que c'est important aussi de pouvoir déposer ça. Donc ma psy était en capacité de m'aider à transformer. Et du coup, de dire mon corps est une révolution, eh ben, c'est-à-dire que vraiment, tout était fait pour que la société m'écrase et je suis devant vous et je ne me tairai plus jamais et je parle pour les jeunes générations. C'est vrai que c'est un leitmotiv chez toi de parler pour les jeunes générations. On en reparlera encore plus tard avec Noir n'est pas mon métier, mais tu disais lors de la promo du livre que tu te rendais compte en fait que c'était pas plus simple pour les jeunes générations. Est-ce qu'il y avait aussi cette envie avec ton spectacle d'adresser ça, que en fait c'est pas du tout plus simple? Mais non, mais surtout qu'on nous dit les choses changent. Est-ce qu'elles changent Soyez vraiment? contente. Alors c'est-à-dire que moi ça fait 31 ans que je fais ce métier. Les choses ont changé, oui, bien sûr qu'aujourd'hui on voit de plus en plus d'acteurs et d'actrices racisés, mais il faut regarder quel rôle ils ont, faut regarder quels récits sont faits avec ces corps et qui raconte et pourquoi souvent ce sont des personnes blanches qui vont s'emparer de nos récits. Ça aussi c'est une vraie question. Et surtout je me rendais compte que des jeunes comme Kharidja Touré, Assassila vivaient les choses que nous avions vécues il y a 30 ans avec Aïssa et c'était insupportable. Et ce spectacle, j'allais dire ce spectacle, mon corps, oui. Ce spectacle c'est aussi une invitation d'échange. Un endroit de réparation pour certaines personnes racisées, un endroit d'écoute et de compréhension pour les personnes blanches et surtout pour que les personnes racisées jeunes se disent ok, je suis pas tout seul ou toute seule, parce qu'à chaque fois on croit ça. On croit qu'on est seul. On croit qu'on est seul. Et d'un seul coup, quand quelqu'un dépose, moi, une actrice populaire comme je suis, qui vient et qui raconte ça et qui le dépose, c'est aussi cet espace de réparation que je voulais pour les jeunes. Je vais essayer de citer une de tes phrases, moi qui m'a vraiment marquée dans ce spectacle-là. À la fin, tu as une sorte de tirade, on dirait même des punchlines de rap, pour moi. On dirait du rap. C'est « Petit facho, je ne tairai jamais ma colère, aujourd'hui, demain comme avant-hier. Ma colère, nos colères ». Est-ce que c'est libérateur de faire ce spectacle-là ? Alors oui, parce que j'étais justement prête à le faire. J'avais la distance qu'il fallait entre la violence dont j'avais été victime et justement la question de la transformation en poésie. Et ça, l'extrait que tu viens de citer, très bien d'ailleurs. Je vois que tu veux te positionner si je veux pas faire le spectacle. J'ai répété, c'est vrai.
Non, mais en fait, ça s'appelle Petit Facho. C'est un slam que j'ai écrit au moment de alors on va dire la montée du RN. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont monté là depuis très longtemps. Mais c'est plutôt pour moi la question d'avoir banalisé une parole raciste et violente. Et je trouvais ça insupportable. Et donc, j'ai fait une adresse directe. Et je parlais à Petit Facho parce que par rapport au post que j'avais fait sur la question raciale, etc., j'avais reçu des torrents de haine et de merde, on peut le dire. Et en fait, du coup, j'ai même dit dans mon texte, j'ai transformé et j'ai mis aussi les insultes dont j'avais été victime. Et c'était aussi pour dire, bah voilà, j'ai pas peur et je suis là et je suis française et je suis vraiment désolée que ça t'emmerde, mais je suis là, quoi. On est là et on bouge pas. Vraiment, quoi. J'aimerais aussi te poser une question par rapport à la forme du spectacle. Moi, il y a une semaine, j'ai assisté à une rencontre littéraire de Djelna, qui est un média féministe et antiraciste. Et c'était autour de l'auteur palestinien Karim Katan, et qui a dit un truc, moi, qui m'a chamboulée et que j'ai retrouvé beaucoup en plus dans ton spectacle. Il disait en fait que les personnes racisées devaient revendiquer la fiction, mais surtout des formes d'art plus excentriques, entre guillemets, des genres qui en fait sont souvent inaccessibles pour les personnes racisées. Et quand j'ai vu ton spectacle, je me suis dit, mais en fait, c'est pile poil ça. Ah, merci. En fait, ça fait partie de la question du racisme, des stéréotypes qu'on pose sur l'endroit dans lequel je suis supposée être en tant qu'artiste. Et donc, dans mon spectacle, il y a du slam, de la danse, du chant. J'ai peut-être rajouté des claquettes. Et mince, j'ai raté ça. Je rigole. Mais en fait, c'est surtout que en fait, c'est comme ça que moi, je me vis comme artiste. J'écris de la poésie. Et j'avais envie de me raconter comme moi je me sens, en fait. Ouais. Et c'est Douce Dibondo qui parle de ça aussi, en fait, de réinventer des formes. Et ça fait partie de la réappropriation de mon corps, mais aussi de ma liberté, en fait. Et les gens, ils comprennent pas. Ah, il y a du chant, du sang. Et de ta liberté artistique aussi. Mais c'est ça. Et en fait, c'est-à-dire qu'il faut, je vous invite à venir voir le spectacle. Oui, venez. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens, venez voir, parce que c'est quelque chose qui me ressemble, en fait. Et les gens ne me connaissent pas. Bon, il y a que mes proches qui savaient que je savais faire tout ça. Mais ça m'a fait tellement de bien de m'autoriser ça. Mais ça a été un chemin. Hein. Bah, j'imagine. Comment t'en es arrivé à cette forme-là? Alors d'abord, la première chose, pour les personnes qui sont victimes de violences sexuelles, quand Andrea Bescon est arrivé avec son spectacle Les Chatouilles, moi à l'époque, j'étais pas du tout en capacité émotionnelle de voir ce spectacle, mais il a déjà planté une petite graine en moi. Je me suis dit waouh, quelqu'un raconte ça, ok. Et puis après voilà, avec Aïssa, on a fait Noir n'est pas mon métier. L'année d'après, j'ai fait le MeToo dans le cinéma africain. J'ai commencé à me libérer et à transformer. Et c'est pour ça qu'à la fin du spectacle, je remercie ma psy, parce que c'est vraiment le travail que je fais avec elle qui fait que je réussis à mettre de la distance et à trouver une forme poétique. C'est pas une séance d'analyse, hein. La séance d'analyse, ne vous inquiétez pas, hein, je la fais avec ma psy, je la paye, ça, c'est pas ça. C'est un espace de transformation. Et le livre de Douce aussi, La charge raciale, j'avais déjà commencé à écrire, etc. En fait, c'est plein de petits chemins. Et puis, une autorisation intellectuelle d'être à cet endroit-là, en fait. Moi, j'aime bien mettre les pieds dans le plat, donc on va y aller franco. Dans le cinéma français, ils sont où les Arabes, les Noirs et les Asiatiques? Qui êtes-vous? Bonsoir. Non, mais en vrai, où sont-ils? Ils sont disséminés à des endroits où la société cinématographique a envie de les mettre. Et on est encore en répétition, je suis navrée de le dire, de beaucoup de stéréotypes racistes. Et c'est quoi ces stéréotypes? Déjà, alors, les femmes, en général, femmes noires, femmes maghrébines, on est vraiment très très proche, j'en parle un moment dans le spectacle, très proche de l'animalité quand on parle de nos corps. Donc on est des panthères et des autres gazelles. Des gazelles et autres vocabulaires animaliers. Et puis on est hypersexualisé. Et puis après il y a aussi la question des représentations des métiers. Mais c'est vraiment très intéressant hein, quand on commence à regarder un petit peu. Alors faut vraiment comprendre ce que je vais dire. Bien sûr que je suis pour mettre en avant le travail de nombreuses femmes de ménage, de femmes qui sont ostracisées, etc. Sauf que à partir du moment où on ne met que ce type de métier en valeur pour mettre dans les rôles principaux, hein, je parle, ça raconte quelque chose. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'acteurs et actrices, on doit être vigilants aussi de savoir ce qu'on véhicule
et à quoi comme image, et à quoi on participe en fait, parce que ce qui est délire et ce qui est difficile, parce que c'est pour ça que je critique aucune de mes camarades. Il faut manger. Ouais, voilà, il y avait cette question aussi de Camarades, il faut manger. Comment on mange. Bah ouais. Si on ne propose que ça. Bah ouais. Donc à un moment donné, on est obligé de manger, et donc on est obligé d'accepter des rôles qui à nouveau nous refont vivre en plus des traumas. C'est ça qui est incroyable. Qui déclenche. Mais c'est atroce. C'est atroce. Et du coup, quand on peut pas faire autrement, mais maintenant je m'adresse à mes camarades qui peuvent faire autrement, je vous demande d'avoir une petite vigilance politique et de pas accepter, ou quand vous êtes là, d'écrire, de coécrire, de transformer. Parce qu'on peut toujours ouvrir sa bouche. Et pourquoi c'est aussi dur de percer, de briser même ce plafond de verre, aujourd'hui encore en France? Pardon, je m'entendais plus. Parce que malheureusement, les productions, les gens, les décideurs de chaînes, etc., c'est toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'en général, on voit des hommes blancs, bourgeois, qui n'ont même pas fait, parce qu'on peut faire le travail de déconstruction du racisme avec lequel on a grandi dans cette société. On peut faire le travail, mais malheureusement, la plupart du temps, ils le font pas. Mais moi, je vais plus loin. C'est parce qu'en fait, ça arrange quelque part. Ça arrange que on reste à un endroit supposé qui est supposé être le nôtre, en fait. Et c'est pour ça que je trouve, par exemple, je fais une petite digression, mais le travail que Iseult a fait en tant que chanteuse, d'être en autonomie, je vous assure, il faut la soutenir. Je me reconnais beaucoup, on se connaît un petit peu avec Iseult, et je me reconnais beaucoup parce que moi, là, je monte mon spectacle toute seule, je produis toute seule, etc. Et en fait, il y a un moment donné, quand on ne veut plus participer à ça, il faut, si on peut, être en autonomie et s'entourer. Et c'est pour ça que les personnes, notamment les personnes racisées, qui ont des moyens, qui ont des structures, il faut soutenir, il faut aider les personnes blanches qui sont éveillées, qui ont fait le travail, il faut soutenir, il faut aider, il faut aller voir cette création, il faut aller écouter, il faut acheter les albums d'Iseult, il faut venir voir ma pièce. Non, mais en fait, c'est un cercle vertueux, quoi. Il faut s'aider parce que sinon on n'y arrive pas seul, en tout cas. Ça, mais c'est ça. Et puis surtout, ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et quand je parle, moi, en tant que femme noire, ma grand-mère, elle était blanche, et mon histoire, elle est compliquée, etc. Mais en fait, je parle pour la société métissée dans laquelle nous sommes. C'est une responsabilité collective, en fait, que les choses, elles changent. C'est une responsabilité collective. Donc après, en gros, qu'est-ce que vous aurez fait, vous ? Est-ce que vous allez venir et vous poser des questions et acheter des livres et travailler sur la question raciale inconsciente avec laquelle vous avez grandi dans cette société, ou est-ce que vous allez continuer à perpétuer le truc ? C'est une vraie question. Est-ce que c'est toujours compliqué d'être acteur et actrice noire en France aujourd'hui ? Voilà. C'est une réponse comme une autre. C'était ma réponse. Bah oui. Alors oui, on va me dire, oui, les choses ont bougé. Bien sûr que les choses avancent. Mais à mon sens, ça n'avance pas radicalement, ni profondément, en fait. Mais c'est toujours, encore une fois, par exemple, je prends l'exemple du Festival de Cannes cette année. Festival de Cannes cette année, film français, combien de personnes racisées ? Comptez-les et puis vous me rappelez. C'est fou parce qu'on en est encore là, quoi. Bah ouais. Bah oui. Oui, et moi j'ai la chance, je dis ce que j'ai la chance, d'avoir été dans le film de Noémie Merlan, Les femmes au balcon. Noémie Merlan a écrit le rôle pour moi. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, en fait. C'est qu'après, il y a des êtres qui font le travail et qui se disent, ok, ce personnage, pourquoi ça va être une blanche ? Ok, Nadège, je l'ai rencontrée, j'ai envie d'écrire pour Nadège et ça va être Nadège. Voilà. Et c'était qui tes icônes plus jeunes ? Parce qu'on parle toujours de ce truc de on s'identifie à ces acteurs, Toi, c'était qui ? Alors justement, c'est intéressant, c'est que j'avais pas tant que ça, en tant qu'actrice, en tout cas, j'avais pas d'icône noire. C'est plutôt des chanteuses noires qui m'ont inspirée, genre Nina Simone, que j'ai eu la chance, comme je suis une vieille personne, d'avoir vu en concert. J'adore faire ça. J'ai eu la chance de l'avoir en concert. Et après, c'est des actrices comme Bette Davis, qui m'ont aidé parce qu'il y a vraiment c'est le spectre aussi du travail de l'acteur et de l'actrice, et moi j'aime les personnages et j'avais pas envie, enfin il y a aussi quelque chose, c'est que quand vous êtes une femme actrice dite jolie,
bon, bah forcément, vous êtes supposé faire des rôles de filles jolies, donc un peu bêtes, etc. Et moi, j'avais envie de... Ces actrices-là, elles m'ont inspiré. Enfin, Bette Davis, elle m'a inspiré. Et après, Romy Schneider, icône absolue, et Marilyn Monroe. Ce qui est hyper intéressant, c'est que en tant que personne racisée, on s'identifie très facilement à des acteurs ou à des actrices ou à des artistes blancs. Et pourtant, l'un des arguments premiers quand on est acteur racisé ou actrice racisée, c'est non mais tu comprends, en fait c'est compliqué. Comment on va s'identifier à toi? Pas s'identifier. Et à côté de ça, mais c'est pas bankable. Voilà, bah c'est pas vrai parce que quand on voit les chiffres de Black Panther, on sait très bien que c'est Crazy Rich Asians. Exactement, donc c'est un faux argument. Mais comment on arrive à s'identifier à des personnes blanches et pas le contraire? Alors moi je sais pas parce que pour moi, alors vraiment j'ai grandi dans un univers qui est complètement onirique, c'est-à-dire que ma mère ne m'avait pas expliqué en fait, elle m'a expliqué plein de choses, mais elle m'avait pas expliqué la violence vraie de justement le problème d'identification. Moi en fait j'ai grandi en j'écoutais Edith Piaf comme je vous ai dit, j'écoutais Nina Simone, j'écoutais Jean Ferrat, j'écoutais plein de choses, Léo Ferré, j'écoutais plein de choses complètement différentes, j'écoutais de la salsa, après je suis venu dans la salsa, après j'ai découvert la loupé et tout. Voilà. Et en même temps, j'ai grandi en écoutant, parce que je viens du conservatoire et je faisais de la musique et de la danse classique, donc j'ai grandi, mon idole absolue c'est Chopin. Donc on part de là, meuf, quoi. Moi aussi c'est mon idole Chopin. J'adore Chopin. Ah, ça fait trop plaisir. Grande fan de Chopin. Ah, ça fait trop plaisir. On en parlera après. Et du coup, c'est vrai que voilà, ça m'a fait grandir avec peut-être un univers, et j'avais, je pense, aussi une capacité de transformation de la violence dont j'avais été victime, et j'avais une poésie intérieure qui m'a sauvée, et j'avais un monde intérieur très très riche. Peut-être un peu proche de la folie, on sait pas trop. On va pas mettre des mots. Tu nous as raconté cette première expérience qui est quand même l'une des premières expériences racistes que tu as connues dans ton métier. T'en racontes une autre au micro d'Europe 1, c'était en mars 2021. Je suis partie, je balance tout. Quand mon personnage, quand moi je suis partie Nadège pour autre chose, donc il a fallu que mon personnage parte de la série, donc je devais emporter ce qu'il y avait sur mon bureau. Et donc j'arrive, et je vous assure que c'est vrai, ils avaient mis que des choses exotiques qui n'était pas du tout avant dans mon bureau. Et je la regarde et je fais, regardez ça, vous me regardez, il n'y a pas un petit problème. Oh, pardon, désolé. Bah ouais, les gars, quoi. C'est-à-dire, j'étais là, mais en fait, je n'ai pas des objets de noir, en fait, j'ai des objets de femmes. Alors ça, c'était Plus belle la vie, par ailleurs, la série. C'est grave. Oui, en fait, j'ai tourné 1 an dans Plus belle la vie, donc pour les plus jeunes ou ceux qui ne savent pas, je jouais Sarah Douala, commissaire de la police de Marseille, la chef de la police. Et je peux vous dire qu'à la télévision française, à cette époque-là, c'était pas rien qu'une femme noire soit chef de la police. C'est incroyable. C'était dingue. C'était dingue. Et donc je suis partie parce que je jouais au théâtre. Donc pendant 1 an, ils ont imaginé que mon personnage partait aux Seychelles, whatever, on s'en fout. Et donc le jour où je dois tourner la séquence dans laquelle je prends les objets de mon bureau pour dire ciao les nazes, je pars, j'arrive. Non mais je vous jure, c'est-à-dire que j'ai tourné donc pendant 1 an dans ce bureau. Ok, il y avait des objets. Et le jour où je dois tourner cette séquence, alors ça a commencé par le coucher de soleil. Puis il y avait un bananier en bois genre sculpté. Bien sûr. Puis il y avait, en fait je sais plus, mais en fait il y avait genre mais que des objets exotiques. Et en fait... Et que tu n'avais jamais vu. Que j'avais jamais vu, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là pendant 1 an. Et donc, en fait, bon, comme ça va vite, et surtout, je voulais pas m'énerver, je me suis dit, OK, au lieu de... J'ai appelé l'accessoiriste, j'ai dit, alors, regarde les objets, tu me regardes, est-ce qu'il y a un problème? Et franchement, elle s'est excusée, parce que déjà, je pense que c'était pas elle. Ouais. Elle était juste l'exécutante. Et après, en fait, je me suis dit, mais c'est gravissime. C'est-à-dire que ils se disent, OK, Sarah Douala part aux Seychelles, vas-y, mets des objets de noir, parce qu'on ne sait jamais si le spectateur qui s'est endormi a pas capté que t'étais noir, se rappelle plus que je suis noire. Ouais. Quand je vais prendre les objets, il va se dire, mais oui, la commissaire, elle est noire. Non, mais c'est grave. Il y a ça. Il y avait le Colombo aussi, l'histoire du Colombo. Ça c'était génial. Donc toujours dans la série, un jour, donc mon personnage doit faire à manger à son amoureux, et donc c'était écrit, sachant que on ne sait pas du tout. On ne parle jamais des origines de mon personnage, hein, jamais dans la série. Hein. Et donc là, je devais dire à ma meilleure amie, faut que je rentre vite, faut que je fasse un colombo de poulet à Benoît. Colombo de poulet, très bon plat d'ailleurs au demeurant, antillais. Et donc j'ai dit, en fait non, je vais pas dire ça, je vais faire une blanquette de veau. Donc c'est des petites choses comme ça
Mais t'as pas l'impression d'être la casseuse d'ambiance à ce moment-là? Mais je suis toujours la casseuse d'ambiance. mais Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu relou de se dire, je suis la casseuse d'ambiance, alors que non, en fait, je pense juste du doigt que c'est un peu raciste comme représentation. Ben oui, mais parce que c'est la première chose, c'est que quand vous faites le constat, vous, en tant que personne racisée, quand vous arrivez et vous dites, je sais pas, imagine, Michel, tu m'as dit un truc raciste. Michel, il va dire, mais pas du tout, mais comment tu le prends comme ça? Ou il va se mettre à pleurer, on connaît les white tears, ou je sais pas quoi, il va inverser la situation. Pardon, oui. Il va inverser la situation, et vous allez devoir, non seulement vous vous êtes pris le truc raciste, deuxièmement, il va falloir quand même réconforter Michel, et il faut expliquer pourquoi. Il faut expliquer. Mais c'est pas fatigant, ce travail de déconstruction, ce qui est hyper drôle parce qu'on est en train de le faire là tout de suite, mais c'est pas trop épuisant parfois? En fait, l'avantage, c'est que, bénéfice de l'âge, maintenant, j'ai vraiment des manières différentes d'aborder la chose. Au départ, j'étais vraiment hyper heurtée, et du coup, des fois, je pouvais être un petit peu normal, en vrai, je suis en train de me justifier déjà. Mais des fois, je pouvais être en train d'expliquer avec le premier sentiment, et maintenant, en fait, j'ai un truc que j'adore, qui est très sud-américain, que j'ai appris. C'est le second degré humoristique, et de balancer le truc dans la face de l'autre. Comme quoi, par exemple? J'ai pas vraiment d'exemple là. J'ai pas vraiment d'exemple. Mais en gros, je vais pas être dans l'adresse directe, mais en même temps si, parce que par rapport à l'exemple de comment ça s'appelle, de Plus belle la vie, quand je suis partie, etc. Je leur ai dit donc, et alors est-ce que vous voulez que je prenne une ceinture de banane, est-ce que donc je l'adresse, ok, mais moi je me fais pas mal. Donc avec le second degré. Avec le second degré, ou après ça dépend de qui est en face de moi et de ma patience du jour. Voilà. Mais en gros, surtout la chose que je peux dire, en tout cas pour les personnes blanches qui nous écoutent et qui ont envie, c'est que si vous êtes témoin, vous avez le droit en fait d'intervenir et d'aider la personne racisée qui est victime. Comme ça, c'est pas elle qui va faire le taf alors qu'elle est déjà en train de se prendre l'agression. C'est un petit tip que je donne comme ça. En 2018, il y a la publication du fameux livre dont on a commencé à parler tout à l'heure, c'est Noir n'est pas mon métier, aux éditions Le Seuil, et c'est mené par Aïssa Maïga. Et en pleine promo pour ce livre, tu dis en 2018 sur le plateau de France 24... Surtout peut-être parce qu'on se dit que l'industrie du cinéma, c'est plutôt une industrie moderne, mais faut-il être moderne pour ne pas dire ce genre de phrase, on ne sait pas, mais qui est plutôt dans son temps, si ce n'est en avance. Eh ben en fait non. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a un racisme latent, qu'il y a des mécanismes qui se sont faits et qui ont construit une pensée dans laquelle finalement nous ne sommes pas nous, mais nous sommes noirs avant d'être nous. Est-ce qu'avec le racisme, il y a cette impression qu'on te vole ton humanité, ta féminité? En fait, ce qui est incroyable, c'est que vous êtes perpétuellement en train de justifier votre être. Alors, non seulement il y a ça, mais l'autre côté, c'est que on ne voit jamais qui vous êtes. Et c'est vraiment difficile, en fait, ce truc-là. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai mis du temps, moi aussi, à accepter d'écrire ce spectacle et que je suis hyper contente et que la forme que le spectacle a, c'est la forme que j'avais envie qu'il ait en entier. Parce que je ne veux plus, faire le travail. C'est-à-dire, ou alors on me paye. Non, mais il n'y a pas de souci. Si on me paye, je veux bien faire le taf, d'expliquer, etc. Toujours expliquer pour les jeunes. Je serai toujours là pour les jeunes, pour expliquer, pour travailler, pour déconstruire. Il n'y a aucun souci. Mais les vieilles personnes, bourgeoises blanches, qui ont accès à des livres, qui ont accès à une pensée, qui se disent intellectuelles ou qui se disent féministes, faites le taf, épargnez-nous, en fait, parce que c'est violent et c'est épuisant, ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il n'y a pas un endroit, par exemple, j'ai fait beaucoup de choses avec Adèle Haenel, on est arrivé dans plein d'endroits, dans plein d'espaces, et je vous jure, il n'y a pas une fois où j'ai pas été victime de racisme. Et Adèle, qui maintenant, voilà, elle a fait le taf et tout. Donc, elle prenait, en fait, le lead pour expliquer et elle me préservait. Mais c'était dingue. Enfin, franchement, on pourrait écrire. Ouais, c'est une charge mentale énorme. Mais c'était dingue. À chaque fois, il y avait un truc où on m'invisibilisait mon nom, où j'étais pas sur la photo, où on prenait des photos, j'avais une sale gueule. Elle était superbe. Enfin, des trucs. C'était dingue, en fait. C'était dingue. Et après, voilà, c'est vraiment, moi, je suis très optimiste parce que je sais que la preuve, on est en train de parler. Voilà, je vois les têtes qu'il y a ici, etc. Je sais qu'on peut faire changer les choses, mais c'est un travail, en fait. C'est pas juste de dire, ah, bah, super, je sais pas, je suis allé voir je sais pas quoi, et j'ai travaillé sur le racisme et la déconstruction. Non, c'est un travail
mais vraiment, je vous assure, hein, de tous les jours. C'est-à-dire, moi, je suis mariée avec un homme blanc. Il travaille tous les jours. Ma belle famille travaille tous les jours. C'est obligé. C'est obligé, en fait. Le livre va vraiment lancer une conversation hyper importante et nécessaire dans l'industrie. Et le point d'orgue de la sortie de ce livre, c'est cette photo. Si j'arrive à la lancer. C'est cette photo que je trouve incroyable. Est-ce que tu peux nous la décrire, parce qu'on est quand même sur un podcast, donc en vrai les gens ne voient pas la photo. Alors c'est donc le jour où nous avons monté les marches pour Noir n'est pas mon métier. Nous sommes toutes les comédiennes noires et métisses qui avons écrit dans ce livre, et nous sommes toutes habillées en balmain, parce que Olivier Roustin nous a fait les tenues. Il tenait lui-même à nous représenter. C'était très important pour lui. Nous sommes dans la joie. Nous venons de danser. Avant, sur nous avons Diamond de Rihanna. Exactement, parce qu'il y a Kharidja Touré et Assad Silla qui sont les actrices du film de Céline Sciamma. Du coup, c'est pour ça qu'ils avaient mis cette musique. En haut des marches, il y a Kadjanine. Alors, je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas parlé d'elle tout à l'heure. C'est une des premières chanteuses africaines que j'ai écoutées. Et moi, je savais pas qu'elle allait être en haut des marches. Elle était dans le jury et elle a tenu à venir. Il pleut parce qu'on voit qu'il y a des parapluies sur le côté. Et on est tout en train de sourire parce qu'on vient déposer. Et d'ailleurs, je tiens à dire, Ava DuVernay, elle était dans le jury, mais en fait, elle n'a pas été au courant. Elle serait venue. Elle a dit après à Maïga, elle a dit, même nous, les Américaines, on n'a pas fait ce que vous avez fait. Et par ailleurs aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la photo, elle est faite à la moitié des marches. Et c'est hyper important. C'est parce qu'il y avait cette impression de dire que les femmes noires dans le cinéma n'arrivent pas à accéder au top, elles sont toujours bloquées au milieu. Ouais. Et pardon, je suis hyper émue parce que c'était un moment, mais je sais pas comment vous expliquer. Mais qu'est-ce qui passe par ta tête à ce moment-là? Je suis tellement heureuse qu'on ait fait ça, en fait. Et je vois, c'est-à-dire que quand je vois Kharidja Touré, Assassila, et que je vois Firmin Richard, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe en termes de génération. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, je suis hyper heureuse aussi parce que voilà, Aïssa, c'est ma sœur de toujours. Pardon, j'ai peut-être pleuré. C'est ma sœur de toujours. Et, on a fait ça, quoi. Non, vous inquiétez pas. Je suis hyper émotive. Tout va bien. On a fait ça. France Zobda qui est derrière. Sonia Roland et Yaïdara. Bon. On a perdu une personne en route. Donc, je vais pas dire son nom. Voilà. Mais c'est l'impression d'une victoire aussi à ce moment-là. C'était dingue. Et en plus, nous, donc on est là, mais il faut savoir qu'au Festival de Cannes, en fait, c'est retransmis dans la salle sur l'écran géant, en fait. Et donc tous les gens qui étaient dans la salle, après, nous ont envoyé des messages. Après, c'était dingue. Après, on a continué les interviews, etc. Mais en fait, c'était en boucle partout sur tous les médias. Ah non, mais c'était fou. Hein. Je me suis retrouvée dans les meilleurs tops des vêtements au Brésil, ok. C'est vrai que la tenue était très belle. Bravo à une combinaison d'Olivier Roustin, incroyable. Et juste avant de monter les marches, Aïssa Maïga, elle disait ça au micro de Canal+. Non, c'est pas un livre victimaire, c'est un livre qui est plein de vie, qui est plein d'espoir. C'est une main tendue vers les gens qui font le cinéma aujourd'hui pour leur dire qu'on est en 2018 et que nous sommes déjà dans le 21e siècle depuis 18 ans. L'heure de la majorité a sonné. Et donc il faut grandir là, il faut inclure toutes les diversités françaises. Alors elle dit l'heure de la majorité a sonné, mais la question c'est plutôt est-ce que l'appel a été entendu? Il y a des choses qui ont bougé après ça, il y a eu des conversations qui ont eu lieu, mais radicalement toujours non. Je suis désolée. Quand je vois certains films, je vais pas faire du name dropping, je suis trop sympathique, mais je veux dire, quand je vois certains films et certains rôles caricaturaux, j'ai l'impression qu'on est reparti en 1822. C'est épuisant. Vraiment. En fait, on se dit, on a fait tout ça et on est reparti encore avec des rôles. Waouh! Dis donc, les gars, c'est chaud quand même. Mais c'est pas grave, nous, on va jamais se taire, en fait. Maintenant que la parole est sortie, on va pas arrêter. Oui, et aussi, ce moment-là, il a fait du bien. J'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux. Il a fait du bien à tellement de gens. C'était pareil, encore un moment de réparation. On a besoin de ces moments-là, en fait. Et pareil, revenir sur quand elle dit à Aïssa, victimaire. Oui, nous avons été victimes d'eux, nous ne sommes pas victimaires. Il faut arrêter avec j'en peux plus aussi. Ah, tu te victimises. Mais ferme ta gueule, en fait. En fait, on est victime. On est victime, c'est un fait, en fait. Et on va pas, en plus, s'excuser. Est-ce qu'on peut déjà partir du principe que nous avons été victimes d'eux et après, on va réussir si on peut, parce qu'on peut, des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas. On va réussir
on va essayer de se reconstruire en fait. Mais laissez-nous ce terme-là, s'il vous plaît, pardon. En 2000, la romancière franco-camerounaise Calix Beyala pousse un coup de gueule sur la scène des Césars parce qu'elle pointe du doigt le manque de représentation. 20 ans après, pile poil sur la même scène, c'est Aïssa Maïga qui pousse le même coup de gueule au même endroit. On se rappelle du tollé désastreux qu'elle se prend en pleine figure avec toutes les remarques racistes les plus violentes qui existent. La même année, c'est aussi Fari qui se prend le même tollé au Molière parce qu'il arrive, il dit « Bonjour les Blancs ». On s'en souvient, c'était très très drôle. Enfin, pourquoi est-ce si difficile, de parler encore de racisme alors que, en fait, de un, c'est prouvé, le manque de représentation au cinéma est prouvé par des chiffres, et pourtant on est encore dans cette impossibilité au moins de discussion. Alors déjà, pardon, mais tu me fais plein de vagues émotionnelles. Le moment des Césars avec Aïssa Maïga, le moment post-César, c'était tellement violent. En fait, à un moment donné, j'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux parce que j'avais des angoisses. Je lui ai dit, ne sors plus de chez toi. J'étais vraiment, vraiment paniquée. Elle a eu des menaces, etc. C'était grave. Faris, ce qu'il a fait, c'était tellement drôle. C'était excellent. C'était tellement drôle. C'était excellent. Le Bonjour les Blancs, c'était... Moi, j'ai commencé par le théâtre et je vois très bien que je vois le manque de représentation. Enfin, c'est un fait. Mais en fait, c'est une histoire de domination, une histoire de privilège. C'est-à-dire qu'en fait, c'est entre guillemets, normal que des personnes qui ont eu des privilèges tout le temps, toute leur vie, n'ont pas envie que ça bouge, en fait. Et pour moi, c'est le même socle, le racisme, le sexisme et les violences sexuelles. Et ça part d'un endroit, notamment le capitalisme, qui fait qu'on a décidé que certains corps valaient moins que d'autres, mais pour que ces corps-là, pour justifier la question du racisme, il fallait bien qu'on se dise, ces corps-là, ils valent rien, c'est pas comme ça, on peut les esclavagiser, on peut les coloniser, on peut les violer, etc. C'est toujours la même chose, c'est une histoire de domination. Et donc, nos paroles, elles sont insupportables pour ça. Et il y a un prix, je tiens à le dire, parce que c'est pareil, quand il n'y a pas d'injonction, on parle si on peut. Le prix de ma parole, il est incroyable. Je ne travaille plus parce que je parle. En revanche, je ne me tairai jamais. Je sais pas comment vous dire. C'est fini. Maintenant que je suis éveillée et que c'est en moi, je ne peux plus me taire et je ne peux plus accepter certains types de rôles. En fait, il y a plus de retour en arrière. Mais non, c'est trop tard. Ça fait plus de 20 ans que tu fais ce métier. 31. Respectez les vieilles personnes. Alors, je recommence. Je suis très nulle en maths, c'est pour ça. Ça fait 31 ans que tu fais ce métier. Est-ce que les grandes phrases sur l'inclusion, c'est une réalité maintenant ou pas du tout? Toujours le même rire. On aurait pu répondre à toutes les questions avec ça. Franchement, en fait, c'est pas ça. C'est que il y a de très grandes phrases de. Maintenant, on est un peu à la mode. Enfin, en tout cas, moi, je sais que les personnes arabes sont grave à la mode. Ouais, je sais que les noirs aussi. De ouf. Mais en fait, déjà, il y a un truc, c'est que, alors, vous savez, il y a un fourre-tout qui s'appelle la diversité. Alors, je suis navré de vous dire, je ne viens pas d'un pays qui s'appelle la diversité. Et alors, dans la diversité, c'est vachement bien parce qu'on met tout le monde. Alors, personne en situation de handicap. C'est tout, finalement. Noir, arabe, gros, tout le monde. Gay, allez, hop, la diversité. Et puis, de temps en temps, pour se déculpabiliser, on va mettre, alors, je te mets une petite touche de noir, mais pas trop. Alors, ouais, mais tu donnes pas non plus le premier rôle, machin. Non, je suis désolée, ça change pas. Quand ça changera, ça changera déjà quand, en français? Quand les tables rondes seront représentatives des personnes qui sont victimes. Moi, j'adore, en fait, quand je vois, qu'on me dit, voilà, là, il y a une table ronde sur la diversité et que je vois que des femmes blanches, par exemple, bourgeoises. Je suis là, waouh! On va avancer. C'est chaud quand même. Donc, moi, je trouve, non, mais moi, je suis navrée de vous dire que ça change pas. En revanche, vous savez ce qui change et qui, je n'arrête pas de vous voyer tutoyer. Ce que je trouve gênant, c'est parce que je vois des gens, je dis vous. Ce que je trouve génial et qui change, c'est que le travail qu'on fait, nous, les vieilles personnes, plus les vieilles personnes d'avant, etc., ça infuse dans la jeune génération. Et moi, je sais que quand je parle avec des jeunes, notamment mes nièces, mon neveu, etc., mais ils ont plus le temps. Mais c'est génial. C'est-à-dire que eux, ils ont tout digéré et en fait, ils sont au taquet sur, voilà, on va plus me parler comme ça, par rapport au salaire, je vais demander ça. Enfin, il y a tout un travail qui a été fait. Le travail de transmission a bien été fait. Ouais. Mais après, l'industrie, comment vous dire, l'industrie du cinéma, c'est une industrie qui fabrique aussi des fantasmes et qui fabrique du sexisme. Enfin, je veux dire, elle participe à ça. Donc, c'est compliqué aussi de leur dire, les gars, venez, on change.
Et pardon, je vais faire aussi un truc sur la question des violences sexuelles. Et quand on voit que Judith Godrèche, elle a pris la parole, et puis après, on en avait un peu rien à foutre le reste de la soirée des Césars, et puis qu'on voit que la tribune, là, il y a des hommes. Pardon, je me permets. Et on parle des viols de Mazan. Alors moi, je sais que la ville de Mazan n'a pas violé Gisèle Pellicot, ou alors... j'ai rêvé. Alors déjà, commençons par dire les choses. C'est son mari et un nombre incalculable d'hommes, dont plein d'hommes qui n'ont pas été retrouvés, qui ont violé Gisèle Pellicot. D'accord ? Il y a eu une tribune de soutien parce qu'il a fallu leur dire, hey, les hommes, venez nous soutenir. On nous a demandé à nous féministes de demander aux hommes de nous soutenir. Bon, je l'ai pas fait. Et donc, il y a eu une tribune d'hommes qui soutenaient. Et dans la tribune d'hommes qui soutenaient, il y avait des violeurs. Des hommes qui ont violé, parce que c'est aussi une manière de se dédouaner, d'être dans ces espaces-là. Donc franchement, je suis désolée, mais non, en fait, ça change pas. Et est-ce que t'es optimiste pour un changement ? Mais grave. Mais sinon, je serais pas là. Je serais chez moi en train de pour un petit thé Marco Polo. Mais non, mais je suis optimiste parce que de plus en plus, moi je le vois par exemple là, le théâtre du Chariot, c'est Alice de Langsin qui m'a demandé de venir. Je le dis, c'est une actrice blanche bourgeoise qui m'a dit c'est hyper important que ton spectacle il soit là. Les ponts comment commencent à se faire, etc. Mais c'est très 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 lent. C'est très 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 lent. J'ai l'habitude de finir ces épisodes avec 2 recommandations parce que, comme on a dit, le savoir et les connaissances, c'est vraiment au cœur, c'est le nerf de la guerre quand on parle de questions raciales. Donc moi, je vais en donner 2, puis après, je te donne le micro pour que tu nous recommandes quelque chose. Alors, ma première recommandation, c'est le documentaire d'Aïssa Maïga, où tu figures dedans, c'est Regard Noir, et où elle nous embarque dans un road movie, documentaire à la recherche d'initiatives inclusives pour plus de diversité, même si j'aime pas ce mot. T'inquiète. Pour plus de diversité avec 40 000 guillemets dans le cinéma. C'est un super documentaire et qui est, je trouve, une très bonne manière de aussi poursuivre la lecture de Noir n'est pas mon métier, que je vous conseille aussi. Et pour ma deuxième recommandation, en fait, j'ai menti, c'est 2 recommandations en une. En fait, je vous recommande un duo de travaux. Alors, il y a ceux de la chercheuse américaine Evin Asultani, qui est spécialiste des représentations des Arabes et des musulmans dans les dans les films américains et les séries américaines. Et elle fait un travail incroyable. Elle a écrit plusieurs livres et c'est hyper intéressant parce qu'en plus, elle parle du changement à partir du 11 septembre. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et ces travaux-là, regardez-les en même temps que le documentaire de Sout Jali qui s'appelle How Hollywood Vilifies the People, Hollywood et les Arabes, comment Hollywood avilit un peuple. Donc c'est dans le titre. Et c'est formidable, hyper intéressant et disponible sur YouTube. Moi, je vais en donner plus que 2. Tu peux. Alors, parce que j'en ai donné 3 en vrai, donc j'ai pas respecté ma règle. Il y a une œuvre exceptionnelle qui a été rééditée, qui s'appelle La parole aux négresses de Hawa Siam, qui est aux éditions des Divergences. Il faut absolument lire cette parole. Ce texte est exceptionnel, qui a été écrit dans les années 70. La résonance aujourd'hui est dingue. Je vais vous inviter à lire La charge raciale de Douce Dibondo, qui est chez Fayard, qui est incroyable. N'hésitez pas à écouter les podcasts de Rokhaya Diallo et Gracely Kif Taras. Et puis tout Bell Hooks, tout Audre Lorde, tout Angela Davis. Mais qu'elle se taise. En fait, on n'aura plus de recommandations pour les autres épisodes. Non, je suis désolée, mais c'est voilà. Et après, pour continuer, les travaux qui sont faits sur la question de la décolonialité, parce que moi, je suis féministe décoloniale et plus féministe intersectionnelle, mais on aura l'occasion d'en parler à un autre moment. Je vous invite à lire aussi, voilà, c'est des travaux, notamment par des chercheurs et des chercheuses sud-américains et sud-américaines. Et moi, je vous invite à aller voir Mon corps est une révolution au théâtre Chariot jusqu'au 29 octobre. Merci beaucoup, Nadège. Merci à vous et merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup. Et je ne suis pas raciste, mais c'est toutes les 2 semaines. Et donc, on revient bientôt avec un nouvel épisode. Voilà.